Bonjour, bonjour, bienvenue au défi Quand tu pars, le balado dédié à l'entraide d'Antarctis. Notre objectif, chères mesdames et messieurs, est de mettre en lumière les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Puis pour parler de ces défis, nous accueillons David Bourret, un concept qui a travaillé pour Moment Factory et présentement Ubisoft. Dans ce balado, ou podcast pour nos amis français, nous aborderons les obstacles auxquels il a dû faire face, notamment son choix de ne pas compléter un certificat en concept art au complet et d'opter pour une approche, disons, semi-autodidacte. Il nous fera part aussi d'autres anecdotes intéressantes de vie, par exemple l'importance de travailler des emplois étudiants difficiles mais quand même gratifiants et comment cela forge notre caractère, ce qui impacte positivement notre carrière. Par exemple, apprendre des soft skills ou mieux dit, des compétences interpersonnelles et générales. Restez à l'écoute pour découvrir ces anecdotes intéressannt. Nous sommes le seul podcast francophone au Québec axé sur le concept art. Donc, restez à l'écoute et bonne écoute. Tout d'abord, cela fait environ 5 ans que je connais David. Je l'ai rencontré lors d'un cours à temps partiel que j'ai suivi à l'école Sin Studio. Et depuis, nous sommes restés en contact grâce au Drink and Draw. Au Concept Art Drink and Draw, j'aimerais spécifier. Maintenant, qu'est-ce qu'est un Concept Art Drink and Draw? Drink en anglais signifie boire et draw signifie dessiner. Donc, bref, boire et dessiner. C'est un événement de réseautage très, très informel où les artistes se rassemblent autour d'un verre, alcoolisé ou non, et nous dessinons ensemble dans un lieu convivial situé dans le quartier du Myland de Montréal. Cela est organisé 2 fois par mois. Pour plus de détails, veuillez suivre la page Concept Art Drink and Draw sur Instagram. Lien en description, c'est gratuit et tu peux trouver David en ligne sur Instagram à david.b/conceptart ou simplement sur ArtStation sous le nom de David Beatbox ou tu peux le googler. David Bourret, il est franchement un peu partout sur les internets et même sur les interwebs. Donc, bonjour David. Salut, salut. Salut à tous. Commençons avec une question, disons, brise-glace. Pour les auditeurs et auditrices, qui est ton coup de cœur en ce moment sur la scène du concept art québécois? Je dirais que j'en ai 2. OK. Il y a tout d'abord Éric Gagnon. Éric Gagnon, OK. J'aime énormément ce concept art de science-fiction. Sean Va aussi, qui est vraiment très, très, très bon et très inspirant. Je suis tout à fait d'accord. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Sean Vaux, c'est un concept artist d'environnement. Vraiment un gars sympathique, facile à parler avec. Il était, je crois, un prof chez Sin Studio, puis il a également fait un discours vraiment cool chez l'organisme L'Extension, dont moi et David étaient là. Par la suite, il travaille sur des IP vraiment intéressants comme Magic, Donjons & Dragons, puis Marvel. Mais Sean Vaux est intéressant, mais aujourd'hui, on est ici pour parler d'un autre artiste très intéressant qui est notre invité ici, bien sûr, David Bourret. David, parlons-nous un peu de ton origin story, comme dirait Marvel, ton histoire d'origine. Ça va l'air comment ton enfance, ton adolescence, est-ce que tes parents étaient ouverts que tu rentres dans le domaine créatif? Écoute, donc moi je suis né en France, dans le sud de la France, donc dans la région de la Drôme. J'ai baigné dans le dessin grâce à mon père qui a adoré le dessin, qui faisait des peintures traditionnelles, qui lui a été formé par ma grand-mère qui elle aussi est une artiste. Mais j'avais aucune idée que c'était un métier qui pouvait se faire, en fait, qu'on pouvait vivre du dessin. Donc je sais que j'avais des bonnes notions artistiques, j'avais toujours des bonnes notes en art à l'école. Et ça pouvait aussi combler certaines mauvaises notes que j'avais en français par exemple. Puis en fait, en grandissant, j'ai commencé à dessiner de plus en plus. Mais j'ai eu la notion de métier professionnel, tu vois, d'engagement professionnel dans l'art seulement assez tard, seulement, je dirais après mes 17 ans, je dirais même plus, parce que moi je me suis engagé dans le commerce en fait au lycée. Au secondaire, puis donc ça, parce que j'avais fait des stages à l'époque, puis, je savais au fond de moi que même si le dessin m'intéressait, personne ne nous parlait vraiment que c'était un métier qui pouvait se faire, donc personne ne me motivait à faire ce métier-là, en fait, là où j'habitais. Donc je me suis engagé dans le commerce, puis c'est là où je me suis dit que c'était pas du tout pour moi, puis qu'il fallait que je fasse quelque chose de créatif. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à y penser plus sérieusement, disons. C'est extraordinaire. Donc je sais pas si... Ouais. C'est extraordinaire. Tu sais, excuse-moi pour te couper, mais le truc que j'ai adoré, c'est la manière tellement romantique que tu as dit ça. J'ai toujours baigné dans le dessin. Je suis comme, oh mon Dieu, ce gars-là, c'est pas juste un poète avec
la peinture est aussi un poète avec les mots. Excuse-moi là, de te couper, j'ai juste adoré ce mot-là, mais parlons-nous un peu après le lycée, le secondaire. Qu'est-ce que tu as fait comme cheminement artistique? En fait, ça a débuté lorsque j'ai eu une expérience de 6 mois. Alors, c'était une mission locale qui est un peu comme une maison de jeunes, mais pour axée sur la recherche d'emploi. Puis, en parlant avec ces gens-là, j'ai réussi à trouver un petit emploi de 6 mois. C'était en lien du coup avec la création d'affiches de publicité par rapport à tout ce que je faisais dans cette mission locale-là. Donc, j'avais accès pas à Photoshop, malheureusement. Genre GIMP? Oh, dégueulasse. Excuse-moi de couper, dégueulasse. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est horrible. Ah non, non, mais c'est horrible. Puis, mais en même temps, c'était frustrant. Mais je me disais, OK, là, je suis en train de faire quelque chose de créatif. Au final, 2 ans après, j'ai découvert qu'il y avait une petite formation dans l'infographie. Moi, j'avais connu Photoshop depuis le secondaire. Quelqu'un qui m'avait montré Photoshop et j'ai un coup de cœur énorme envers ça. Puis, je m'amusais à faire des montages, à faire plein de trucs. Puis, du coup, là, je me suis dit, oh, il y a une formation où j'apprends à utiliser Photoshop de façon professionnelle. J'utilisais aussi Illustrator et c'était quoi le troisième? C'était comme la suite Adobe et ça, je sais plus le nom. InDesign? InDesign, c'est ça. C'est ça, Ah ouais. InDesign. Oh, ouais. Écoute, moi, ça s'est extrêmement bien passé. Et moi, en fait, en plein milieu de la formation, je tombe sur une vidéo, process de concept art sur YouTube. Et là, j'étais comme, wow. J'ai fait le lien directement. Je suis comme, OK, ce gars-là qui est en train de faire concept art, il utilise le même logiciel que je suis en train d'apprendre pour faire quelque chose qui me plaît. Mais là, je dis dans cette vidéo-là, je veux faire que ça. C'est ça que je veux faire. Tu vois. Et là, je tombe limite dans une genre de folie, comme si c'était une drogue. Je faisais que de regarder des vidéos comme ça. Toute la journée, je faisais que ça, je faisais ça, je faisais ça. Quand j'avais 5 minutes, après avoir travaillé sur un projet, je commençais à faire du concept art. Même si c'était à la souris, n'importe quoi. Tu sais, on commençait à avoir des tablettes vers la fin de la formation. À quel point c'était un peu mal foutu. Seulement à la fin, on avait commencé à avoir des tablettes. Une journée, j'ai réussi à me familiariser avec la tablette. Tellement j'étais, tu sais, comme si c'était inné, tu vois. Puis là, chez nous, je commençais après mes heures de cours, à dessiner, à créer des choses. Et un truc intéressant, c'est que je me trouvais que les dessins que je faisais à l'événement, même si ça n'avait rien qui marchait, les idées que j'avais étaient beaucoup plus recherchées que certaines de mes idées maintenant, parce que du coup, je pensais absolument pas aux restrictions, je pensais absolument pas à est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, c'est quoi les compositions, tout ça. C'est juste les idées, puis l'ambiance, l'ambiance quand même, sans prétention, était comme mon point fort, et il l'est toujours, je dirais. En fait, pour finir, à la fin de la formation, je savais qu'il fallait que je me dirige dans le concept. Et que ce soit pour le cinéma ou le jeu vidéo, je savais que les deux m'intéressaient énormément. Et là, il se passe quelque chose d'assez drôle, c'est que ma mère commençait à faire des randonnées. Tu sais, j'étais tellement en mode, non, je reste là, il faut que je dessine, tu vois. Et ma mère a insisté pour que j'y aille, parce que ça lui faisait plaisir que je vienne avec elle. Donc, je l'ai suivie au bout d'un moment. Puis là, en fait, dans la forêt, on rencontre une de ses potes qu'elle a rencontrée dans la randonnée ici. Et là, elle me demande, bah voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça. Puis donc, moi, je lui ai dit, voilà, moi, je travaille dans l'hôtellerie pour l'instant. Je me forme pour être concept artist. Puis là, elle me dit, oh, c'est exactement ce que fait mon fils. Puis là, j'étais comme, what? C'est comme, wow, 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 wow. Déjà, j'habite dans un tout petit village de 1000 habitants. Hein. Tu sais, comment c'est possible que je tombe sur quelqu'un qui a, tu sais, comme son fils fait exactement le métier que je veux faire, alors que j'avais jamais entendu parler de ça autour de moi. Quand je disais aux gens, être concept artiste, les gens, ils ne savaient pas, absolument pas ce que c'était. Et tu sais, moi, ça ne m'arrêtait pas. Mais là, quand j'ai rencontré cette personne-là, j'étais, mais... Oh. Et du coup, j'ai absolument essayé de contacter son fils, finalement, qui avait comme une quarantaine d'années. Puis là, cette personne-là, en fait, était en freelance. Puis il avait le temps devant lui. Puis il m'a dit, mais moi, écoute, moi, je peux te former un peu, si tu veux. Là, je peux t'apprendre des trucs et tout. Puis en fait, il est devenu, du jour au lendemain, mon mentor, finalement. C'est quoi son nom? Il s'appelle David Faugier. David Faugier. Qui est concept artist, mais surtout modélisateur 3D, qui est basé sur Lyon et qui travaille, du coup, voilà, il a promis The Big Short à l'époque. Il a travaillé sur Flatout. Pour moi, il a vraiment changé ma vie. Mais il est quand même assez dur, puis il n'a pas la langue dans sa poche. Donc, c'est sûr qu'au début, ça a été extrêmement difficile parce que, voilà, j'avais. Tu sais, quand tu commences à faire des dessins, tu sais, voilà, il disait clairement que il fallait que je les supprime parce que ça paraissait bon, tu vois, il n'y avait rien de structuré. Il fallait que j'apprenne et que j'applique des choses pour pouvoir faire des dessins qui marchent, en fait. Fait que... En écoutant David, ça m'a inspiré de te poser une question. Numéro 1, c'est pas vraiment une question, mais je crois le moral de l'histoire, c'est écouter maman de temps en temps, ça vaut la peine en Moses. La deuxième question, ou la question que je voulais te demander initialement, c'est quel conseil donnerais-tu à une jeune artiste vis-à-vis recevoir la critique constructive? C'est quand même une question sensible, mais je crois que ça vaut la peine d'en parler. C'est sûr qu'en fait, honnêtement, je dirais que c'est le premier gros défi.
si on veut faire ce métier-là. C'est le premier gros défi parce qu'on a déjà la sensation de faire ce qu'on aime. Genre, c'est super important pour nous. Et en fait, quand on reçoit les premiers retours, en fait, surtout si c'est de façon un peu dure, un peu genre, j'imagine un peu comme un chef cuistot qui crie après les juniors qu'il est en train de former parce que voilà, il veut en même temps qu'ils fassent des bonnes choses. Et ça, je dirais que c'est extrêmement difficile parce que ça va arriver très, très souvent, surtout au début, de jeter ce qu'on fait, de remettre en question à chaque fois. Tu sais, on est content, on dit « Ah, je suis sûr que j'ai progressé. » Puis en fait, oui, tu as progressé, mais ça ne marche pas. Donc, il faut que tu recommences, puis il faut que tu fasses ça comme ça, puis il faut que tu penses à ça. Puis il y a tellement de choses à penser. Au début, ça peut vraiment être rageant, puis ça peut être frustrant. Et on a cette petite voix qui nous dit ouais, Gilles, on a envie d'abandonner. On dit non, c'est n'importe quoi. Je préfère que ça reste une passion. J'aime pas qu'on me dise des choses sur ce que je fais. Et en fait, honnêtement, quelque part, c'est la meilleure chose. Il faut l'accepter comme la meilleure aide, en fait. Parce que souvent, quand on nous dit tu sais, quand tu vas publier tes premiers dessins sur les réseaux, puis tu as toute ta famille, tes amis qui disent c'est magnifique, oh là là. Mais en fait, ces gens-là, ils vont te dire la même chose que tu fasses tes premiers dessins, que tes meilleures illustrations 15 ans après, tu vois. Ils vont être autant impressionnés. Mais quelque part, si tes dessins ne marchent pas du tout, c'est pas eux qui vont te le faire ressentir, tu vois. Tu sais, des fois, un œil extérieur non artistique peut être intéressant, mais quand tu as un retour négatif d'un mentor ou d'un autre concept artiste ou d'un pro, c'est super difficile à accepter, mais il faut quelque part, je veux dire, il faut qu'on s'en prenne plein la tronche. En fait. Et c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on évolue, puis c'est comme ça qu'on arrive à faire la différence entre une critique haineuse et une critique qui fait changer les choses, en fait. Si je peux te demander, parce que tu as abordé des bons détails, qu'est-ce qui fait une bonne critique constructive versus une critique constructive moins intéressante, moins à la base constructive? Parce que des fois, tu entends des choses comme c'est juste pas très rendu. Ouais. Puis ça, là, quant à toi, ça serait pas un bon critique. Non, souvent, la mauvaise critique, c'est une critique qui n'explique pas en quoi ça serait mieux que tu changes ça. Si tu veux donner une bonne critique à quelqu'un, tu dis, écoute, là, ta composition ne marche pas. Par exemple, je sais pas, créer une composition grâce à la lumière. En fait, la lumière guide l'œil, puis ça marchera mieux dans ton dessin. On aura plus comme une guidance de l'œil envers qu'est-ce qui se passe dans ton dessin, puis où est-ce qu'on veut amener l'œil. Là, ça peut être constructif parce que tu dis, OK, je sais comment mon image peut être mieux. Alors que si on dit, ça marche pas, puis point. Tu dis, OK, dans ta tête, tu dis, je vais changer, mais peut-être que ton changement ne va pas arranger forcément le point négatif qui était créé par ce défaut-là, si je peux dire. Le jugement qui est intéressant, ça va être le retour que tu as qui va permettre que ton dessin soit comme plus élaboré, qui marche mieux, qui soit plus agréable à voir. C'est ça que ça fonctionne mieux. Puis ça te forme aussi à ne pas faire l'erreur la prochaine fois ou à y penser surtout parce qu'il y a tellement de choses à penser quand tu fais. Les bonnes remarques constructives sont celles qui vont à chaque fois rendre la chose meilleure puis te rendre toi meilleur aussi. Si j'ai bien compris, si tu me permets de faire le bilan vite fait pour les auditeurs et auditrices, tu es en train de me dire que c'est hyper important qu'un mentor donne le critique d'une manière qui décortique de manière précise des actions à prendre pour améliorer l'art de le junior ou de l'ami qui souhaite améliorer ses compétences, autant au niveau technique que point de vue composition. J'aimerais aussi ajouter, pour un peu faire le bémol, d'un point de vue de l'artiste ou le junior, un détail que j'entends souvent entre nos amis, c'est hyper important en tant que junior ou en tant qu'artiste qui débute ou même plus avancé, d'inviter cette critique et vraiment rassurer l'autre individu, le mentor. Parce que souvent, j'entends que les gens ont peur de donner la critique constructive, vraiment dans n'importe quel domaine. Donc, je pense que c'est hyper important de demander la critique et avant même de demander la critique, dire à un mentor potentiel, leur dire que n'importe quelle critique qu'ils te donnent, tu vas interpréter ça comme si eux autres, ils veulent que tu sois dans le prochain niveau, point de vue artistique. Leur rassurer, il peut te dire toutes les critiques constructives au monde et tu ne vas pas prendre ça personnel. Si tu me permets de transitionner au prochain sujet, je voulais savoir pourquoi tu as fait la décision, tu étais en France, tu avais un mentor, puis tu as fait la décision d'amener ton carrière ici au Québec. Qu'est-ce qui t'a poussé pour embarquer dans la rêve québécoise? Écoute, c'était... j'ai comme appris avec lui pendant peut-être la moitié d'un an, je pense, qu'est-ce que 6 mois, 8 mois, je dirais 8 mois. Puis là, je commençais grâce à lui, à commencer à fonder
portfolio, mon premier portfolio, si on veut. Puis là, j'hésitais en fait entre je regardais, ok, je me dis, bah, il faut que j'apprenne plus, il faut que je reprenne l'école, parce que c'est sûr que j'ai pas le niveau professionnel, loin de là. Non, j'avais trouvé finalement, c'était une studio à Montréal. Puis je sais que parallèlement à ça, ça fait plusieurs années que mon cousin qui a vécu à Montréal m'a dit, moi je te conseille vraiment d'aller à Montréal, c'est une ville que tu vas trouver incroyable. Et tu sais, quelque part, moi, ça m'avait aussi parallèlement donné envie de quitter, parce que même si j'aime beaucoup la France, il y avait comme cette partie de moi pas qu'il n'y avait rien à faire là, mais tu sais, je me sentais pas 100% dans mon environnement, mettons. Et je savais que quand on parlait du Canada, du Québec, tout ça, puis ça m'avait donné vraiment envie de m'y intéresser. Donc, parallèlement à ça, j'ai regardé énormément de vidéos. Le Canada puis le Québec me tentaient pour le côté nord-américain, sans que j'aille aux États-Unis forcément. Le Québec me tentait pour le côté francophone, puis le côté où toutes les entreprises de jeux vidéo étaient là-bas. Donc là, c'est ça que j'ai pris finalement la décision d'étudier à ce studio à Montréal, au Québec. C'est une école anglophone. Mais c'était la seule école que j'avais vue qui proposait en fait des sessions de 3 mois où on pouvait choisir les cours qui nous intéressaient. Puis c'était exactement ça qu'il fallait parce que déjà un peu trop cher de prendre les 18 mois. Puis moi, ça me permettait aussi de focuser sur qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans le concept art en fait. Moi, c'était les environnements qui me bottaient le plus. Voilà, j'avais trouvé exactement les cours qu'il me fallait. Donc j'avais pris 5 cours. Puis c'est ça, j'ai pris mon courage de main, puis je suis parti. Puis en arrivant sur place, donc c'est là où je sais que ma place était ici, là, dès le premier jour. Je savais dès le premier jour que c'était l'endroit. Je vois toujours Montréal et voilà, le Québec, le Canada avec les mêmes yeux. Puis ça, en rencontrant des gens là-bas, d'autres concept artistes que j'ai confirmé, en fait, tout le projet, tout ce que j'ai fait, en fait, tous les sacrifices, en fait, parce que c'est le nombre d'heures que j'ai passé chez moi à dessiner au lieu d'aller jouer avec mes potes, voir des coups le soir. Puis j'ai passé tellement de temps à m'enfermer dans ma chambre, puis à bouffer du tuto et à supprimer mes dossiers parce que mon mentor me disait mais non, mais ça marche pas du tout. Là. Puis à Sun Studio, donc j'ai fait 3 mois, puis ça m'a permis de créer mes premières pièces un peu plus professionnelles si on veut. Puis j'ai comme refait mon portfolio. Malheureusement, j'étais en visite, donc je pouvais pas travailler, donc j'ai dû revenir en France. Et là, arrivé en France, je pensais qu'à ça. Je faisais chier tout le monde. J'embêtais tout le monde, pardon, avec tout ce que j'avais vécu, avec tout ce que j'avais fait, toutes les gens que j'allais rencontrer. Je me disais, non, mais c'est hors de question que je reste ici, là. Faut que je rentre là-bas. Faut que je rentre au Canada, faut que je rentre à Montréal. Faut absolument que c'est là-bas ma vie, en fait. C'est là-bas. Mais, même si j'avais mes potes, ma famille. Et là, c'est sûr que ça a été un peu difficile, pas d'affronter les gens, mais tu sais, j'avais plein d'amis qui ne comprenaient pas. Je partais si loin, pourquoi. Personne que je connais est dans un métier artistique. En fait, je me disais, personne ne peut comprendre. Puis, peux imaginer comment c'était la vie là-bas, tu vois. Fait que moi, après, j'ai relancé un permis de travail. J'ai tenté le coup de lancer une PVT. Excuse-moi, PVT pour les gens qui sont pas français, c'est quoi? C'est un permis de travail qui permet de venir ici 2 ans, de travailler ou de voyager. Je dirais que c'est le permis le plus libre qu'on peut avoir. À l'époque où je l'avais pris, moi, c'était quand même assez facile de rester après ces 2 ans-là. Maintenant, c'est presque impossible. Et quand j'ai été dans le bassin, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été tiré au sort une semaine après, ce qui est ultra rare parce qu'il y a des gens qui ne sont jamais tirés au sort. Puis il y en a, ils attendent 6 mois et d'autres 1 an. Tu sais. Puis là, du coup, je ne croyais pas. Je me dis, mais attends, comment ça se fait que je suis tiré au sort maintenant, machin. Puis je suis parti en juin 2019. Et c'est ça, arrivé sur place, je refais 3 mois de Sun Studio avec des cours différents, des profs différents. Incroyable, là, c'est là où voilà, je me disais, ça y est, c'est bon, je tiens le truc. Et, C'était avec Pierre Avignon. Ouais, c'est ça. Le même cours. Puis j'aimerais juste m'insérer 2 secondes. J'ai l'impression que la ministre du Tourisme de Québec devrait te payer. Parce que tu étais comme... Oh là, je rêvais de le Québec. Il fallait que je retourne. Mon cœur était là. Juste comme, mon Dieu, j'en reviens pas que tu fais ça gratuitement. Puis, petit détail, ministre le Tourisme de Québec, si jamais tu écoutes, un petit commandite, ça serait bien le... Si tu me permets de m'insérer ici, je voudrais te poser une question avant que on parle de ton intégration dans l'industrie. Avais-tu déjà travaillé des emplois d'étudiants qui sont tough et difficiles? Puis j'aimerais savoir, y a-t-il des choses pertinentes de tes emplois étudiants qui ressortent dans ta carrière actuelle? J'ai eu des périodes en France puis ici aussi. Au moins, plus court ici parce que c'est sûr que ça fait seulement 4 ans que je suis là, que j'ai quand même trouvé du travail au bout d'un an et demi dans le domaine. Mais je dirais que déjà, la première chose, c'est que ça permet de savoir si ta place est là ou pas. Moi, j'ai commencé à travailler dans les usines, j'ai travaillé dans énormément et que, tu sais, surtout là où j'habitais, il y a vraiment pas le choix, beaucoup de niveau terme de travail. Peut-être que ça évolue maintenant, mais à l'époque, tu sais, je dirais que ça t'apprend à te connaître, ça t'apprend à te dire qu'est-ce qui est bon pour toi.
Parce que, tu sais, genre, je savais que c'était pas du tout mon emploi. Je dirais que ça te forge, comme quand j'ai travaillé, par exemple, dans les champs aussi. Tu sais, c'est des métiers qui sont quand même très, très vieux puis très respectables aussi, là, que je respecte énormément les gens qui travaillent dans l'agriculture et tout ça. Mais je savais que c'était clairement pas mon univers. Quand je travaillais dans les champs, assis en tailleur par terre pendant des heures avec le soleil, toucher la terre, arracher des fruits ou des trucs comme ça. Dans ma tête, j'étais obligé de créer un univers imaginaire, en fait, quelque chose où j'étais tout le temps en train de rêver, tout le temps en train d'imaginer, tout le temps en train de... Parce que je détestais la réalité, en fait, de ce que je faisais. Donc, ça m'a permis aussi de développer mon imagination, parce que obligé de quitter ce monde-là, tu sais, pour imaginer tout, en fait, pour penser à quel dessin je vais faire, pour penser à qu'est-ce qui se... Voilà, tout ça. J'ai commencé à vraiment développer mon imagination, tout ça. Puis, je dirais que ça te forme aussi, bah, tu sais, à les bases du travail aussi, là, tu sais, se lever. Comment je peux rendre service aux autres, apprendre des initiatives. Ça, c'est quand même les points positifs que tu apprends dans ces métiers-là. Ou aussi former aussi, tu sais, s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, bah, tu sais, je lui donne des conseils. Ok, mais tu dois mettre ça là. Ça, je te conseille de couper ça comme ça, machin, tout ça, tu vois. Donc, si j'ai bien compris, travailler des emplois d'étudiants te donne un moment d'introspection hyper important pour avoir une bonne idée qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. De plus, ça te donne, pardon l'anglicisme, mais des soft skills, ou mieux dit en français, des compétences générales et interpersonnelles. Entre autres, ça te donne une idée d'empathie, comment bien communiquer, prendre des initiatives, exemple, démontrer à quelqu'un s'il y a des gabarits, s'il y a des trucs pour améliorer leur productivité. Donc, vraiment, un bon travail d'équipe. C'est quand même des habiletés qu'on n'apprenne pas forcément en complétant un certificat. Et sur le sujet de certificat, j'aimerais savoir ton opinion, David, sur les formations de certificats postsecondaires par rapport aux approches autodidactes ou semi-autodidactes dans le domaine de CantiPart. Parce que pour certaines, c'est trop coûteux, un certificat au complet. Certaines trouvent autodidacte, c'est un peu trop flou le cheminement. Mais non, on parle de plus en plus de le semi-autodidacte où on fait des cours à temps partiel et on fait des études nous-mêmes sur notre propre temps. Donc, pourrais-tu nous parler un peu de ça a l'air de quoi? C'est vraiment mon point de vue, là. C'est peut-être biaisé, puis je ne veux surtout pas rabaisser telle ou telle chose, mais quand je voyais des écoles de formation de concepteurs en France, je sais que ça embarquait des gens sur plusieurs années, puis c'était super cher. Et souvent, on leur apprend énormément de choses, pas de manière à ce qu'ils soient bons professionnellement, je trouve, dans tout. Ça peut être un piège, parce que j'ai connu énormément de gens qui ont fait qui ont fait 5 ans d'études dedans, puis s'ils veulent créer un portfolio, par exemple, pour le personnage, ils ont appris le personnage peut-être pendant 3 mois seulement, tu vois, dans toute leur formation. Et ils ne sont pas assez bons pour pouvoir être professionnellement acceptés dans l'industrie en tant que caractère designer. Donc pour moi, je me suis toujours dit non, il y a d'autres moyens de faire ce métier-là. Déjà de savoir dans quoi tu t'embarques aussi. Prends le temps de savoir ce que tu veux faire des personnages, que tu veux faire des props, que tu veux faire des environnements. Pour moi, c'est une fois que tu sais ça, en fait, essaie de absolument tout faire pour que tout ce que tu apprennes soit focusé sur ça. Parce que, comme me disait Jambo, il faut perdre le moins possible de temps et s'enligner le plus rapidement possible sur ce qu'on veut absolument faire de plus. Et ça, c'est un conseil qui m'a vraiment marqué parce que c'est vrai qu'on a envie d'apprendre plein de choses. C'est sûr qu'au début, quand on ne sait pas, c'est sûr que c'est intéressant d'apprendre plusieurs choses. Mais tu sais, moi, je savais que c'était l'environnement. Donc c'est pour ça qu'il fallait. Tu sais, tu apprends un petit peu les bases de tout, je dirais, mais après, il faut que toute ton énergie aille dans l'apprentissage de ce que tu veux. Donc, c'est ça que l'autodidacte, puis le semi-autodidacte, pour moi, marche le plus parce que tu as tous les outils, en fait, pour apprendre ce que tu veux vraiment. Sur YouTube, ou tu sais, si tu fais un mentorat avec un concept artiste qui fait que l'environnement, tu sais que tu vas apprendre l'environnement à fond, puis tu vas perdre beaucoup moins de temps que de passer 5 ans et de t'endetter pour faire pour apprendre ce métier-là. Et souvent, les gens me contactent, des gens que je connais pas, qui me disent « J'ai vu que tu fais concept artiste, est-ce que tu as des conseils à me donner? Est-ce que je vais faire cette école? » Puis c'est vrai que même si c'est quand même des bonnes écoles qui sont réputées, je les déconseille de mettre leur argent là-dedans, surtout s'ils savent exactement quel style de choses ils veulent voir, tu vois. Donc si j'ai bien compris, pour faire le résumé, ta propre formation, c'était au début d'avoir un mentor, par la suite, faire des études toi-même de manière autodidacte. Par la suite, il y avait un peu l'aspect semi-autodidacte où tu prenais des cours à temps partiel, pas vraiment le certificat au complet. Et ça a bien marché pour toi pour t'éviter que tu partes dans la floue, juste pour te reguider avec les cours, reguider avec le mentor, puis aussi rencontrer des autres personnes. Ouais. Maintenant, je suis curieux de savoir, si, mettons, quelqu'un a les moyens financiers de se payer un certificat au complet pour une école de CantiPart, pour se former, pour intégrer dans le marché de travail,
Ça vaut-tu le peine quant à toi? Honnêtement, CC Studio, pour moi, je pousserais les gens à faire tout ce qui est possible là-bas. Là. Et ça permet d'apprendre plein de choses avec plein de profs différents. Mais tu sais, quand tu es dans une école où on t'apprend, imagine, tu vas faire concept artiste et tu vas dans une école d'art où très généralement le concept art n'est pas la chose principale de la formation. C'est comme tu as un cours dessus, mais tout le reste, ça va être comme le dessin académique. Et donc là, je trouve que tu vas apprendre plein de choses. Il y a quand même du point positif. C'est sûr que ça va se voir dans ton dessin que tu as appris l'anatomie et que tu es bon dedans parce que tu as eu une année complète juste pour l'anatomie. Souvent, c'est ça, quand tu fais des études après le secondaire dans l'art en général. Même si tu es en concept art, tu passes une année complète à faire que de l'anatomie, minimum. Puis après, peut-être que tu passes 1 an à faire concept art personnel. Ça dépend de ce que tu veux, du temps que tu veux aussi. Il y a des gens qui peuvent être très bons en 1 an et demi, puis trouver un emploi directement 1 an et demi après, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui galèrent à trouver du travail 5 ans après d'études d'art, en fait. C'est ça la différence. Et je connais des gens qui ont laissé tomber parce qu'ils ont fait 5 ans d'études, puis ils n'ont pas réussi à trouver de la job après, parce que pour l'excédent, tu vois. Puis il y a des gens qui ont fait une formation en studio, puis ils ont trouvé une job une semaine après. Tu comprends? Tout dépend de l'école, tout dépend aussi de ton niveau. Il y a des gens qui apprennent énormément de choses différentes à l'école, mais que chez eux, ils focusent que sur une chose. Et c'est ça qui leur permet vraiment d'avoir la job. Et tout ce qu'ils ont appris à l'école, c'est ce qui va renforcer, en fait, tout ça. Tout dépend de l'état d'esprit et de l'école, en fait, je pense. Bon, merci David. Je crois qu'on parle énormément de formation, qui est bien. Maintenant, j'aimerais savoir, ta première job dans l'industrie, ça avait l'air de quoi? Donc, j'ai travaillé chez Salambo, qui est une compagnie d'animation. Cette compagnie-là qui a fait les fameux Tête à claque faisait partie des premières vidéos d'animation humoristique sur YouTube, francophone. Ça a été une de mes expériences les plus enrichissantes parce que ça a été ma première job. C'était surtout très difficile de comprendre la direction artistique, en fait, parce que c'était un mélange entre du réalisme et du cartoon. Donc, il y avait un certain degré de cartoon qu'on devait mettre, puis des fois de ne pas mettre. Et en fait, ça dépendait des épisodes, ça dépendait de plein de trucs. Donc, c'était très, très difficile de jongler entre le réalisme et le cartoon. Parce que très souvent, c'est l'un ou l'autre. Moi, je trouve qu'il y a très, très de projets qui sont avec ce degré de mélange, en fait, entre les deux. Donc, ça m'a mis quand même une couple de mois pour arriver à bien comprendre. Surtout que je n'étais pas concept artist, j'étais background artist. Quand je faisais les environnements qui allaient rester, en fait, et qui allaient être vus à la télévision, donc, il ne devrait avoir aucun défaut, en fait. Il fallait que tous les éléments de l'environnement soient déplaçables pour les animateurs. Enfin, c'était super intéressant. En fait, j'ai appris énormément de choses. Ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc, j'ai travaillé 1 an et demi là-bas. Excuse-moi si tu me permets là-dessus, parce que tu peux un peu chercher pour les bijoux dans les mots que tu viens de dire. Donc, tu as mentionné, tu as appris bien des choses. Puis, je suis curieux de savoir, est-ce que tu as dû faire face à des défis de communication ou de compréhension avec les autres départements qui ne sont pas exactement le département artistique? Et comment as-tu surmonté ces défis? Quel conseil tu donnerais, exemple, à un jeune artiste? Parce que c'est comme quelque chose que j'ai l'impression, on n'est pas très formé là-dessus. C'est comme parler avec d'autres mondes qui ne parlent pas notre langue visuel. Donc, peux-tu un peu élaborer si ça t'intéresse? Oui, bien sûr. Quelque chose que j'ai vraiment appris, puis que j'essaie de faire le plus possible, c'est d'aller chercher l'information, de ne pas hésiter à communiquer avec les autres, en fait, de dire, écoute, qu'est-ce qui t'arrangerait, qu'est-ce qui t'aiderait que je fasse, que pour toi ça t'aide, par exemple. Est-ce qu'il faudrait que je classe mes layers de Photoshop d'une certaine façon? Est-ce qu'il faudrait que je mette des codes couleurs? Est-ce qu'il faut que... Comment je dois nommer les fichiers pour que toi, ça soit plus simple pour toi? Faut, je pense aussi, s'intéresser aux autres métiers pour comprendre c'est quoi l'impact de ton travail sur le leur, en fait. Et ça, c'est super intéressant. C'est pour ça que même si tu es dans une entreprise où, comme moi, à Ubisoft, on est plus de 5000, tu vois, puis c'est vrai que ça peut être intimidant au début. Comme les 3/4 des artistes, on a le syndrome de l'imposteur. Même si on est dans ce qu'on veut, on a quand même ce côté où on a peur de déranger. Il ne faut pas hésiter, en fait, à aller parler aux autres, à voir comment ils vivent, travaillent. Puis ça aide énormément sur ta façon de travailler à toi aussi. Puis ça, je dis pas que moi, ça m'a mis du temps avant de comprendre ça, honnêtement. Même dans mes jobs d'après, j'ai eu quand même de la misère à pas faire juste mon travail, mais à le faire d'une façon qui ça facilite le travail aux autres, en fait. Quelqu'un repasse par-dessus ou qui me renvoie le fichier en me disant ouais, mais moi, ça marche pas, il faut que tu égales ça comme ça pour que ça puisse marcher sur mon logiciel. Ou à force, tu comprends puis tu fais en fonction, quoi. Merci pour le partage indispensable, David. Bienvenue. Donc, bref, parle avec ceux et celles qui sont proches de toi. Parle avec les programmeurs et les programmeuses, essaie de comprendre leurs besoins. D'habitude, ils sont sympathiques puis ils ne mordent pas. Maintenant, pour faire vite fait le résumé de ta carrière, tu as fait tes études de manière semi-autodidacte, tu as travaillé comme background artiste ou artiste d'arrière-plan chez un studio qui a fait les têtes à claque. Par la suite, tu as travaillé chez Moment Factory, une entreprise d'événementiel qui font des projections
et des feux d'artifice, des trucs intéressants comme ça, mais c'était finalement pas 100% qu'est-ce que tu voulais faire. Tu voulais vraiment être concept artist. Donc, tu as appliqué chez Ubisoft. Puis là, on va embarquer dans les questions juicy, ou mieux dit en français, Ah, ok, vas-y. des questions juteuses, nutritives et informatives, vraiment des questions de substance. Donc, ma première question pour toi, c'est, rendu à Ubisoft, une fois bien établi dans l'industrie, est-ce que tu as réalisé que certaines de tes idées préconçues de l'industrie étaient en effet fausses? Bah, écoute, vu que c'est ma troisième entreprise, j'en avais moins que si j'avais commencé par Ubisoft. C'est sûr que j'aurais été un peu choqué de la réalité. Et des fois, on a énormément de choses à faire, des fois un peu moins, des fois ça, tu sais, ça varie beaucoup. Mais moi, je sais que j'ai été habitué à ce qu'il y ait beaucoup de choses à faire, puis d'un coup moins, puis d'un coup plus finalement. Tu sais, c'est un rythme très très différent à chaque fois. Ça, je m'y attendais pas. Ça, on me l'avait vraiment pas vraiment dit. On doit être beaucoup plus autonome que ce que je pensais. Surtout à Ubisoft, je trouve qu'on a accès à tout ce qu'on veut, mais il faut aller le chercher par nous-mêmes. Et il y a tellement de monde, les gens font tellement de choses qu'on est guidé, mais en même temps, il faut qu'on aille chercher l'information, qu'on n'hésite pas à parler aux autres, qu'on n'hésite pas à aller socialiser avec des personnes qui sont dans d'autres équipes aussi, parce que moi, dans mon équipe, je suis le seul concept artiste environnement pour l'instant. C'est sûr que tu sais, si j'ai envie d'échanger avec d'autres concept artistes environnement, bah, il va falloir que j'aille les chercher. Il ne faut pas hésiter à être moins timide finalement. C'est pas facile, hein, tu sais, surtout quand nous, les artistes, souvent, on est dans notre bulle un peu, on n'est pas les gens les plus sociaux, pas forcément social, mais tu sais, On est dans notre tête, bref, de temps en temps. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment découvert qu'on était le maître de notre évolution aussi. C'est à toi d'aller chercher, si tu veux, te former, à demander peut-être des mentorats, ou alors il va falloir que peut-être tu reprennes des cours à Ascend Studio, par exemple. Ah, tiens, est-ce que Ubisoft peut me payer des cours à Ascend Studio? Ah oui, bah super, bah, tac, boum. Ça te permet d'évoluer, mais je trouve qu'on n'est pas pris par la main du tout, et c'est quand même cool. Et sinon, je dirais, le plus important, c'est pas que ton concept soit beau, mais c'est que ton concept marche. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je ne m'attendais pas à ça du tout. Oui, il faut que ça marche, ça c'est quand même le truc le plus important, mais tu sais, à l'école, ou même quand tu fais tes pièces pour ton portfolio, tu fais quand même un minimum attention à ce que la composition marche bien, que l'éclairage marche, que ça soit beau, qu'il y ait des émotions, tu vois. Alors que les concepts dans l'industrie, très souvent, quand c'est des concepts pour aider tes collègues à faire de quoi en 3D ou des choses comme ça, si tu as le temps de faire en sorte que ce soit beau, tant mieux, mais tu sais, le plus important, c'est que ça marche, qu'ils comprennent qu'est-ce que tu as fait, en fait. Comment ça marche pour que eux le refassent, tu vois. C'est quoi la texture de ça? Est-ce que comment ça s'ouvre, tout ça. Et ça, en fait, il faut plus que tu sois plus comme un ingénieur, en fait, je trouve, que comme un artiste qui cherche à créer l'émotion. Si tu arrives à faire les deux, si tu as le temps de faire un concept qui est beau et qui marche, tant mieux. Mais tu sais, il faut savoir diviser, en fait, les deux. T'sais, si tu as envie de faire des concepts qui sont beaux et que tu peux pas faire la job, bah, fais-le pour toi et puis fais-le chez toi, tu vois. Faut pas que ça te dégoûte non plus et que tu dises, bah mince, en fait, c'était trop différent de ce que j'attendais. Puis moi, je veux faire des trucs qui sont beaux. Puis, il faut soit arriver à faire en sorte que tu arrives à le faire au travail si tu as le temps, ou soit il faut le faire chez toi pour que tu aies cette balance en fait entre les deux. Et ça, c'est vraiment une réalité que j'ai appris sur le tas, et puis, si je peux me permettre. Donc, c'est ça. Donc, je crois que tu as bien répondu aux questions. C'est extraordinairement important d'être autonome, d'être débrouillard, et avant tout de comprendre que c'est pas juste des beaux images pour ArtStation. Il faut vraiment créer du concept art qui a la fonctionnalité. Et aussi, c'est hyper important d'être social. En passant pour ceux et celles qui souhaitent travailler un peu le muscle de socialisation, il y a toujours le concept art Drink and Draw 2 mardis par mois. Petit conseil à dire pour les futurs concept artistes, c'est une des choses les plus importantes de mon parcours. C'est les Drink and Draw, finalement. Pour moi, c'est la meilleure chose. Tous les concept artistes devraient, à un moment dans leur vie, faire ça parce que ça réunit, ça rencontre d'autres. C'est exactement ce qu'il faut, en fait, pour être bien entouré de gens qui font ce métier-là aussi, d'échanger. C'est la meilleure chose, en fait. Oh wow! Je peux pas vraiment demander de mieux pour promouvoir l'événement. Merci, David. Et ma prochaine question, ça va être, quelles sont tes ambitions au court terme, point de vue concept art? J'aimerais bien devenir senior au bout d'un moment. Donc, j'aimerais ça quand même apprendre à faire des concepts qui sont beaucoup plus solides, plus justement, que j'arrive à être efficace rapidement, trouver un bon processus, tu vois. Et aussi essayer de me former un petit peu sur le character design, faire des personnages. C'est pour que j'ai une base dedans et que je me dise, si on me demande d'en faire, je dirais pas ce que je fais principalement, mais je suis capable d'en faire pour être plus polyvalent, c'est ça. Maintenant que je sais que les environnements, je suis payé pour ça, donc mon portfolio marche pour ça, donc je me dis, maintenant j'ai le temps de me former un peu à autre chose, de renforcer ma 3D que j'utilise beaucoup. Donc c'est un ensemble de choses qui peut me permettre d'être plus fort en fait
amené à faire plus de choses différentes. Puis aussi développer mon anglais pour que je puisse être bilingue et qu'il faut que je puisse travailler aisément dans les deux langues sans que j'ai à réfléchir. Je dirais qu'au niveau objectif, j'ai pas mal fait le tour. Et pourquoi te sens-tu prête à réaliser ces ambitions, David? L'anglais, je sais que j'écoute absolument tout en anglais. Donc, j'ai plusieurs amis anglophones. Des fois, je leur dis, tiens, il faut parler en anglais un peu pour s'entraîner. Qu'est-ce que je veux dire? Là, je vais prendre des cours d'anglais bientôt. Et au niveau du concept, c'est sûr que je fais toujours des projets personnels chez nous. J'essaie toujours de pousser, d'utiliser les nouvelles choses qui sont là. Utiliser Unreal Engine un peu plus, tu vois, regarder des tutos pour me dire, voilà, je vais me familiariser avec ça aussi parce que ça peut me permettre de faire des concepts plus riches, d'avoir plus de liberté, de créative et tout ça. J'ai toujours envie d'apprendre, en fait, même en étant en agilité, tout n'est pas fini, tout commence pour moi, là, honnêtement. Et puis, je me dis, voilà, j'ai plein de choses à apprendre, plein de choses à... Ça, pour moi, c'est que le début. Là, une fois que tu es dans l'industrie, tu c'est lancé, puis là, J'adore trop la manière dont tu as dit ça. C'était que le début. Let's go. On dirait comme un film américain des années 90. Jimmy a découvert une forêt de kung-fu et c'était que le début pour Jimmy. Mais ce podcast n'est pas à propos de Jimmy, mais à propos de toi, David. Donc, je voulais vraiment te dire merci d'être ici avec nous autres, David. C'était vraiment un plaisir. Merci de partager tes connaissances. Yes. Je veux juste conclure. J'ai juste une petite dernière chose, un petit conseil à dire pour les futurs concept artistes et les artistes en général. Vraiment, la chose la plus importante, c'est de rester vous-même, de suivre votre instinct, de la petite voix qui est en vous, qui vous dit il faut que je fasse ça, c'est ça qu'il me faut. Puis toujours l'écouter toute votre vie, cette voix-là. Il y en aura des gens qui vont vous dire non, mais ça va être difficile. Pourquoi tu quittes le pays? Pourquoi tu vas là? Pourquoi tu fais ça? Il y aura toujours des gens comme ça. Puis il faut absolument toujours s'écouter et faire confiance tout le temps, en fait. Parce qu'on a le risque d'être qui on veut, puis de faire ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas hésiter à donner toute son énergie à ça. Je trouve que c'est peut-être la chose la plus importante, en fait, c'est de se sentir bien et de faire ce qui est bon pour nous, puis d'assumer complètement notre sensibilité créative, en fait, et notre personnalité, puis qui on est, en fait. Et la meilleure leçon que je peux donner aux gens, c'est ça, honnêtement. OK, mon Dieu, t'es donc bien inspirant. Donc, David Bourret, tout le monde, toujours inspirant. Maintenant, pour conclure avec nos auditeurs et auditrices, j'aimerais vous dire un gros merci pour faire partie de notre communauté pionnière. Merci de participer à notre soft launch ou en bon français, notre lancement en douceur. La meilleure chose que vous puissiez faire pour nous aider, c'est vraiment de remplir un formulaire de 2 minutes. Vous trouviez le lien dans la description. N'hésitez pas à nous dire, par exemple, des choses du genre la voix de David est trop sensuelle et distrayante, ou même pas assez sensuelle et pas assez distrayante. Ou même pour moi, tu peux me dire hey John, c'est quoi ces blagues de merde? C'est censé être un balado de concept et pas un balado de humoriste botché. En tout cas, autant qu'on garde la critique constructive, toute critique est bienvenue. Merci de faire partie de notre communauté, gang. On vous aime en Moses. À la prochaine balado et à la prochaine Concept Drink and Drop.